Bienvenue dans un monde où les cartes ne montrent pas des continents, mais les paysages de nos âmes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur des regrets, des espoirs oubliés et de la magie subtile de la redécouverte de soi. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par l'histoire du cartographe des rêves brisés. Imaginez une pièce hors du temps, un bureau qui sent le papier jauni et l'encre séchée. C'est le sanctuaire de Monsieur Alistair. Les murs sont entièrement recouverts de cartes, mais ce ne sont pas celles que vous connaissez. Oubliez les villes et les océans. Ici, les territoires ont pour nom la forêt de l'hésitation, un labyrinthe de sentiers qui tournent en rond, les montagnes de la procrastination, des sommets que l'on remet toujours au lendemain, ou encore l'archipel des souvenirs doux amers, une constellation d'îles où la joie et la tristesse se mêlent comme l'écume et le sable. Alistair, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard profond et aux gestes méticuleux, est penché sur une toile vierge. Sa silhouette solennelle se détache dans la lumière tamisée. Avec une concentration d'artisan, il trace les contours d'un nouveau lieu, un endroit qu'il baptise le delta des promesses non tenues. Chaque ligne est un engagement brisé, chaque estuaire, une parole envolée. C'est là que notre histoire commence, dans le silence de ce bureau immobile, où les géographies de l'esprit sont explorées et cartographiées. Soudain, le grincement discret de la porte brise le silence. Une jeune femme, Élodie, entre timidement. Elle semble hésitante, presque déplacée dans cet univers monochrome. Pourtant, un détail attire immédiatement le regard. Son foulard, d'un rouge vif et éclatant, tranche avec la sobriété des lieux. C'est une touche de passion, de vie, dans un monde de souvenirs et de regrets. Elle s'approche du bureau d'Alistair, un mélange d'urgence et d'incrédulité dans les yeux. Sa voix est basse, presque un murmure, comme si elle avait peur de déranger les fantômes qui peuplent la pièce. « Monsieur » commence-t-elle. « On m'a dit que vous pouviez aider les gens qui ont perdu quelque chose. » Elle cherche ses mots, son regard balayant les cartes étranges sur les murs. « J'ai perdu quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas comment le nommer. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une personne. C'est une partie de moi. Et son absence me ronge, elle me vide de l'intérieur. » Son désarroi est palpable. C'est le cri silencieux de quelqu'un qui ne se reconnaît plus dans le miroir. Alistair ne lève pas les yeux de sa carte en cours. Son geste est calme, presque cérémoniel. Sans un mot, il lui tend une petite boîte en bois sculpté, patinée par le temps et les usages. « Pour retrouver un territoire perdu, mademoiselle, dit-il d'une voix grave et posée, vous devez me donner un point de départ, une ancre. Quel est l'endroit, le moment, où vous vous êtes sentie le plus entière, le plus vous-même ?» Élodie est déconcertée. Elle s'attendait à des questions, peut-être à un questionnaire psychologique, mais pas à cela. Elle ferme les yeux un instant, fouillant dans les strates de sa mémoire. Son expression s'adoucit. « Une journée, » murmure-t-elle. « Une journée d'enfance au bord d'un lac. Le soleil était chaud, et il y avait cette odeur de pain, le goût de la tarte aux pommes de ma grand-mère, encore tiède. Je me souviens surtout de la sensation de liberté. Une liberté totale, sans peur, sans doute. » Pendant qu'elle parle, Alistair a pris une plume d'oie. Il ne note pas ces mots, mais il trace des symboles cryptiques sur son ébauche de carte. Une spirale pour le souvenir, une vague pour le lac, une étoile pour le sentiment de liberté. Il est en train de dessiner la topographie de son bonheur perdu. Il ne cartographie pas le lieu, mais l'émotion. C'est sa méthode, unique et mystérieuse. Il écoute l'âme de ses clients pour en dessiner le chemin. Une fois son esquisse terminée, Alistair se lève et se dirige vers une armoire sombre. Il en revient avec un petit sachet en velours, d'où s'échappe une fine poudre argentée qui scintille dans la faible lumière. Il le tend à Élodie. « Respirez ceci, » lui dit-il simplement. « N'ayez pas peur. Fermez les yeux et laissez-vous guider. » Hésitante mais désespérée, Élodie prend le sachet, le porte à son visage et inhale la poudre. L'odeur est subtile, un mélange de lavande et de poussière d'étoiles. Immédiatement, la pièce se trouble. Les contours du bureau d'Alistair se floutent. Les cartes sur les murs semblent se fondre les unes dans les autres. Leurs lignes bougent, ondulent comme des rivières vivantes. Le monde réel s'estompe. Élodie ferme les yeux, prise d'un léger vertige, et se laisse emporter. Quand elle les rouvre, elle n'est plus dans le bureau. Elle est au bord du lac de son enfance. Le décor est là, mais tout est différent, tordu par le temps et l'oubli. L'eau du lac est sombre, presque noire, et sa surface est immobile comme du verre opaque.
La rive, autrefois accueillante, est envahie par des ronces épaisses et piquantes qui semblent s'accrocher à ses chevilles. Au loin, elle aperçoit la cabane de sa grand-mère. Elle est toujours là, mais c'est une ruine. Le toit est effondré, les fenêtres sont des trous béants qui regardent le vide. Ce n'est pas son souvenir, c'est la carte de son souvenir, déformée par le chagrin et les années de négligence. C'est le paysage de son âme actuelle. Pendant ce temps, dans le bureau, Alistair n'a pas bougé. Il est immobile, les yeux fixés sur la carte qu'il a dessinée pour Élodie. Il suit son voyage mental comme un général observant un champ de bataille. Ses doigts effleurent la surface du papier. Il pointe une zone particulièrement sombre, une tache d'encre qui ressemble à un marécage. Le marais des regrets, murmure-t-il pour lui-même. Puis, sa voix prend une intonation différente, plus forte, comme si elle pouvait traverser les dimensions. Elle porte jusqu'à l'esprit d'Élodie, un écho dans sa solitude. « N'ayez pas peur des ruines, Élodie, » lui dit-il. Le chemin est sous la ronce. Cherchez ce qui est caché, pas ce qui est visible. Guidée par cette voix rassurante, Élodie, dans sa vision, trouve un nouveau courage. Elle cesse de contempler le désastre et se met en action. Elle s'approche des ronces qui bloquent le chemin vers la cabane. Elles sont hostiles, mais elle écarte les branches épineuses avec détermination. Ses mains sont égratignées, mais elle ne sent pas la douleur. Elle sait, intuitivement, que c'est la seule voie à suivre. En écartant une touffe de ronces particulièrement dense près des fondations de la cabane en ruine, elle découvre quelque chose. Un objet à moitié enterré dans la terre humide. C'est un vieux carnet, à la couverture de cuir usé. Elle le reconnaît instantanément. C'est le sien. En l'ouvrant, elle retrouve ses propres dessins d'enfant, maladroits mais pleins de vie. Et puis, des pages et des pages de textes, de rêves naïfs mais ardents, écrits avec l'écriture appliquée d'une adolescente. Devenir archéologue et découvrir des cités perdues. Voyager en Mongolie à cheval. Écrire un grand roman d'aventure. Les larmes lui montent aux yeux. Ce n'était pas un objet qu'elle avait perdu. Ce n'était pas un souvenir. C'était une direction. La direction qu'elle s'était promise de prendre, un jour, et qu'elle avait enterrée sous les déceptions et les compromis de la vie d'adulte. La chose essentielle qui lui manquait, c'était la promesse qu'elle s'était faite à elle-même. Soudain, le monde autour d'elle se dissout. Élodie rouvre les yeux. La poudre argentée a disparu. Elle est de retour dans le bureau feutré d'Alistair. L'odeur de vieux papier a remplacé celle des pins et de la terre humide. Elle pleure, mais ce sont des larmes silencieuses, un mélange de soulagement intense et de tristesse douce. Le soulagement d'avoir retrouvé son trésor, et la tristesse d'avoir mis si longtemps à le chercher. Alistair, imperturbable, achève sa carte. Avec sa plume d'oie, il ajoute les derniers détails, le chemin qu'Élodie vient de défricher dans son esprit. Puis, d'une écriture élégante, il lui donne un titre, Le territoire de l'élu, ligne de réflexion. La carte n'est plus seulement une représentation de son passé perdu, c'est maintenant un guide pour son avenir. Alistair y a clairement indiqué le chemin qu'elle doit maintenant suivre pour aligner sa vie extérieure, sa réalité, sur le rêve intérieur qu'elle vient de retrouver. Il roule délicatement la carte, l'attache avec un ruban de soie rouge, assorti au foulard d'Élodie. Il la lui tend. « C'est la seule carte de ce genre, mademoiselle, » dit-il. « Elle est unique, comme vous. Considérez-la comme une boussole. Elle changera avec vous. De nouvelles routes apparaîtront à mesure que vous avancerez. » Élodie prend la carte avec une révérence presque religieuse. C'est plus qu'un bout de papier, c'est la clé de sa propre vie. « Merci, » murmure-t-elle, sa voix enfin assurée. Elle se lève, et son foulard rouge semble plus vif, plus éclatant que jamais. Il n'est plus un simple contraste, il est le symbole de sa passion retrouvée. Elle sort du bureau, son pas n'est plus hésitant mais ferme et décidé. Alistair la regarde partir, une lueur insondable dans le regard. Une fois la porte refermée, il se tourne vers le mur, vers sa collection de géographies intimes. Il décroche doucement une carte qu'il avait lui-même dessinée il y a longtemps. Son titre, L'île de la Réconciliation. Autrefois, elle était couverte de lignes sombres, de crevasses et de zones d'ombre. Aujourd'hui, elle est presque vide, apaisée. Le cartographe a aidé un autre voyageur à naviguer dans sa propre tempête, mais il semble toujours seul, au milieu de son delta personnel. Il retourne à son bureau. Il ne reprend pas la carte du delta des promesses non tenues. Il met cette toile de côté et en prend une nouvelle, parfaitement blanche. Il trempe sa plume dans l'encrier. Lentement, méticuleusement,
il commence à dessiner un nouveau territoire. Un territoire pour lui-même cette fois. Il trace les contours d'un vaste paysage aride mais paisible. Il l'appellera le désert de la sérénité atteinte. Au milieu de ce désert, il se dessine lui-même. Une petite silhouette, isolée mais pas solitaire, marchant d'un pas calme vers l'horizon lointain. Dans le silence du bureau, seul le cliquetis de la plume sur le papier résonne, comme le son d'un cœur qui trouve enfin son propre chemin. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. J'espère qu'elle vous a touché. Si vous aussi, vous avez parfois l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même, souvenez-vous qu'il existe peut-être une carte, quelque part, attendant d'être dessinée. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, à aimer la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'imaginaire. À très bientôt.